Levé très tôt ce matin, nous venons d'atterrir à l'aéroport Cristiano Ronaldo, à 16 km de la capitale, Funchal. L'archipel de Madère, au large de l'Afrique, est situé à 600 km de la côte marocaine et à 1000 km de Lisbonne. Cet ensemble d'îles de l'océan Atlantique s'appelle la Macaronésia. Madère est constituée principalement de plusieurs îlots. Deserta, île déserte et interdite d'accès. Porto Santo, très convoitée pour ses plages de sable blanc. Et la principale, Madère, que nous allons découvrir. Nous posons nos valises dans un magnifique hôtel 5 étoiles, situé à l'ouest de la capitale, dans le quartier du Lido. Première découverte des environs de l'hôtel. Une douce température, des fleurs à foison et un relief extrêmement tourmenté. L'île s'est formée lors d'une éruption volcanique il y a environ 6 millions d'années. Admiratif devant le navigateur portugais João Gonçalves Zarco. Pas beaucoup de plages sur cette côte abrupte. Les piscines sont aménagées dans des rochers et les plages sont constituées de gros galets. Un tunnel creusé dans la roche nous permet d'atteindre la plage de Formosa. Après notre promenade de 12 km le long du littoral, le bar nous ouvre les bras. Aujourd'hui, on nous annonce une tempête sur l'île. Nous partons pour la capitale sous une pluie battante. En 1419, João Gonçalves Zarco, dont nous avons vu la statue hier, fait reconnaître l'île comme terre du royaume portugais. Ainsi commence l'histoire de Madère. La météo ne s'arrange pas. Nous sommes donc bloqués à l'hôtel. Voici comment la tempête Oscar s'est déchaînée sur Madère. La pluie a commencé à tomber le matin et c'est devenu vraiment violent. Les cascades ont commencé à grossir et les rivières sont devenues dangereuses. L'eau a commencé à devenir de la boue. Les éboulements ont commencé dans les cascades. Les coulées de boue sont arrivées sur la ville. La terre des trempes s'est effondrée sous des habitations. Les habitants ont travaillé sans relâche dans la tempête pour essayer d'ôter les pierres qui empêchaient l'eau de s'évacuer. J'aurais été morte de peur à leur place.
Mais ils n'ont pas pu empêcher les gros éboulements de pierre sur les routes. Des vagues de boue ont déferlé sur certains endroits de la ville, détruisant tout sur leur passage. Heureusement, personne n'est décédé. Mais la tempête a fait de nombreux dégâts, et il faudra du temps et beaucoup de courage pour effacer le passage de Scar. Le gros de la tempête passée, nous rejoignons le centre de la capitale. We also have them with normally what happens people Bien qu'elle soit ancienne, ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que la broderie de Madère acquit une véritable reconnaissance. Des commerçants anglais, puis du monde entier. Écoutons Teresa nous expliquer comment sont obtenus les patrons. Mais il faut qu'on soit vraiment un artiste différent. Et alors tout ça c'est calculé, séparé. Normalement sur le papier il y a Des le nom. petits trous sont effectués dans le patron. Les patrons sont stockés et conservés. Puis là-dedans, il y a un mélange de pétrole avec indigo. Ça passe dans les petits trous très facilement. Et puis ça sèche. Oui, ça sèche. Pour l'indigo, le bleu, pour faire la couleur bleue, pour que les dames puissent bien regarder où est-ce qu'il faut broder. Et les deux choses ensemble, c'est facile à laver après, vous voyez? Alors, Il n'y a plus qu'à, si l'on peut dire, broder en suivant le bleu du patron. Celui-ci partira ensuite au lavage. Le madère est un vin doux, fortifié par l'ajout d'eau de vie lors de la fermentation. Le mode d'élaboration du madère est dû aux Anglais, qui voulant conserver le vin sous les fortes chaleurs lors du transport, ajoutaient du rhum de canne à sucre, ce qui développait des arômes différents. Édifiée au XVIIe siècle, selon un plan typiquement jésuite, l'église est jalonnée de chapelles latérales qui communiquent entre elles. Le décor est foisonnant du sol au plafond. Au pied de l'autel, la tempête n'a pas dit son dernier mot. Wish that I could fly away.
nous buvons au retour du beau temps. De nombreux cocktails sont à disposition. De petite taille, 50 km d'un bout à l'autre, l'île permet des excursions au départ de Funchal dans toutes les directions. Ce matin, nous allons découvrir l'est de Madère. Au siècle dernier, de cet endroit, les hommes surveillaient le passage des baleines pour embarquer pour la chasse. Sur la pointe Saint-Laurent, les falaises sont impressionnantes. Nous continuons notre route sur la partie nord en direction de Porto Cruz. Ce petit port est bien plus agricole que maritime. Au XVIe siècle, les premiers colons cultivaient déjà la canne pour extraire le sucre. Ce moulin fonctionne encore au printemps. Pour obtenir du rhum, il faut laisser fermenter le jus et le distiller dans un alambic. Au loin, la pointe Saint-Laurent où nous étions ce matin. Alors, le maïs, très important pour faire la farine de maïs, pour faire la polenta. Est-ce que vous connaissez? Alors, la ville reste plutôt rurale et les habitants très proches des traditions. Les maisons paysannes de petite taille sont en paille en V renversée. Elles sont magnifiquement fleuries et pour certaines encore habitées. Même les chèvres s'abritent dans ce type de maison. Village perché sur une crête allongée entre deux vallées, une pause s'impose. De la terrasse, la vue plonge dans une profonde vallée verdoyante.
Derrière, une maison de paille présente les diverses variétés de graines et de fleurs de Madère. Pour rejoindre la côte sud, il nous faut traverser une forêt primaire et sa flore endémique. Nous cheminons sur un parcours forestier jalonné de fougères, lauriers, cèdres. Je lutte sans cesse pour arracher les pissenlits de mon gazon. Daniel me montre des pissenlits géants de la forêt primaire. La quatrième zone de végétation avec des fougères, des myrtillers, des genêts. Alors on a planté d'autres arbres. Donc on a choisi les sapins de Douglas, très bien acclimatés chez nous. Nous atteignons la côte sud où le temps est beaucoup plus couvert. Ce soir, c'est spectacle. Aujourd'hui, nous prenons la direction ouest de l'île avec de nombreux arrêts découvertes. Camara de Lobos est un surprenant petit port de pêche niché dans une anse au pied de la falaise. Avant son extinction, on y pêchait le phoque-moine. L'on pêche maintenant le sabre noir, un poisson d'eau profonde, sans arête, ni écaille. La ville est animée. Sur les hauteurs, vignes et bananiers se disputent la place. Cette baie pittoresque est particulièrement appréciée des artistes peintres et même de Winston Churchill. C'est l'une des plus vieilles chapelles de Madère, bâtie à l'initiative de Zarco entre 1420 et 1424. D'un public. Autrefois, il y avait la misère des maisons en ruine. Ce village des pêcheurs a écrit, puisqu'on est très religieux et très superstitieux aussi à Madère. Alors on a une tête qui représente un ange.
Les hauteurs restent impressionnantes. Plus loin, il y a un quai. La plage de Galets est plutôt triste. Nous empruntons un petit chemin longeant une bananeraie. Le bananier n'est pas un arbre, mais une sorte d'herbe géante qui produit un seul régime de bananes. Ensuite, du pied-mer repousse un rejet qui deviendra le plan principal. Pour la suite, écoutons Teresa. On va couper les fleurs mâles pour donner l'énergie aux bananes, pour que les bananes poussent plus belles, plus vite. Donc on coupe cette partie où il y a les fleurs mâles. Et puis 3 mois avant la récolte, on va couvrir le régime de bananes avec le plastique bleu pour protéger le régime, pour garder la chaleur. En prenant la direction du plateau Paul da Serra, nous rencontrons un épais brouillard qui nous suivra jusqu'à la côte. D'ici, on comprend pourquoi Porto Moniz est longtemps resté isolé de la capitale. Sur cette partie de l'île, les alizés soufflent régulièrement d'est en ouest. Il faut donc protéger les cultures. Vent du Nord. Tout pousse bien, mais il faut quand même protéger. La côte est plutôt inaccessible. Une piscine d'eau de mer a été aménagée dans les rochers. Notre périple se poursuit en longeant la côte. Un arrêt dans un restaurant au pied des falaises. Bon, allez, on continue. Niché au creux d'une falaise pour se protéger des vents violents de l'Atlantique, Saint-Vincent a été construit à l'embouchure d'une rivière qui se jette 1 kilomètre plus loin dans la mer. Il fait bon se balader dans les ruelles piétonnes
jusqu'à l'église du XVIe siècle. L'intérieur, richement décoré, mérite une visite pour ses fresques en azulejos. Nous reprenons la direction du sud vers le col d'Encumé-Ada. D'ici, on aperçoit la côte nord et sud de l'île. Un désenclavement des villages a été réalisé depuis 20 ans grâce aux fonds européens. Routes et tunnels facilitent la circulation dans l'île. Nous voici sur une plateforme en verre au sommet de la falaise du cap Girao, à 580 mètres au-dessus du niveau de la mer. La roche est presque à pic et tombe directement dans l'Atlantique. Au loin, on aperçoit Funchal. Marcher sur du verre reste quand même impressionnant. Ce soir, présentation du folklore de Madère. « 9 heures, nous arrivons à la capitale. La cathédrale du XVe siècle, avec son portail gris en pierre volcanique et chaux blanche, nous accueille.
L'intérieur est impressionnant par ses proportions et par le ruissellement d'or de la chapelle du Très Saint Sacrement. La charpente à entrelacs n'est pas en reste. On se rend compte à l'œil nu de la profusion très élaborée de ces entrelacs en bois de cèdre blanc. Dans un site exceptionnel, ce jardin est implanté dans une ancienne propriété de la famille de William Reid, un Écossais installé à Madère depuis 1836 et fondateur du célèbre palace de Funchal. Ici, le climat est subtropical, c'est-à-dire humide et doux toute l'année, ce qui produit une végétation très dense et une flore très diversifiée. Ce n'est pas pour rien que Madère porte le nom d'île aux fleurs. Promenade autour de beaux parterres chorégraphiés et parmi des variétés de végétaux de toutes les couleurs. Non loin de là, une charmante demeure du XVIIIe siècle, transformée en hôtel, est entourée d'un jardin botanique luxuriant. On ne se lasse pas de déambuler parmi les parterres de fleurs, les papillons, et surveiller de près par Colombo, la tortue star du lieu. Cet après-midi, nous changeons de registre. L'église du couvent est admirablement décorée. Les murs sont recouverts d'azulejos. Les religieuses pouvaient suivre la messe derrière ces barreaux. Donna Isabella fut la première abbesse du couvent. Chaque religieuse avait son oratoire. Au cours du XVIe et XVIIe siècle, le couvent joua un rôle majeur dans la vie des aristocrates. En effet, les nobles qui quittaient l'île
pendant de longues périodes, laisser leurs filles célibataires au couvent pour assurer leur sécurité. Cet ancien manoir transformé en musée présente des collections rapportées par les marins du XVIe et XVIIe siècle, du Brésil et d'Europe. L'on y admire des bijoux, des meubles, tableaux, des porcelaines, de magnifiques retables. Est-ce que tout le monde est là? Non, il en manque 4. T'as 4 pièces de musée, de l'orfèvrerie. C'est l'heure de l'apéritif. Tout est calme. Nous pouvons donc emprunter le téléphérique au départ de la vieille ville, en direction de Monte. Après 5 km au-dessus de la ville, la cabine nous dépose à 550 mètres d'altitude. Le 15 août, des milliers de fidèles affluent pour prier et gravir à genoux les 68 marches. Des marches propices à la photo de groupe. À gauche, une chapelle où repose Charles de Habsbourg, contraint de s'exiler à Madère après la Première Guerre mondiale. Il décède à 34 ans en 1922. Au pied des marches, des hommes en blanc nous proposent de descendre en ville à bord d'un panier en osier monté sur patins. Nous voilà partis. Ça y est, on est dans l'égout. Guidés par 2 hommes, nous dévalons la route, lustrée par le frottement. Ce moyen de transport existe depuis le milieu du XIXe siècle pour rejoindre le centre-ville.
Aujourd'hui, les paniers sont remontés en camion. Mais au XIXe siècle, c'était à dos d'homme. Au péril de leurs genoux, Françoise et Sylvia ont descendu la piste à pied. Cet après-midi, nous rejoignons un plateau isolé relié au réseau routier que depuis 1962. En voyant le site, l'on comprend que les religieuses du couvent de Santa Clara, visitées hier, se soient réfugiées ici lors de l'attaque de pirates français au XVIe siècle. Les Clarisses prirent alors leur quartier dans la Bergerie, d'où le nom du lieu, Cural das Freiras, la Bergerie des nonnes. En face, le Pico Grande, 1654 mètres. En redescendant, nous empruntons un chemin le long d'un lévada. Nous essayons de parfaire notre apprentissage de la flore de l'île. Passiflora mollissima, donc une fleur de la passion, qui donnera, on voit déjà là au milieu, un petit fruit comme une petite banane, pour ça le fruit de la passion banane, maracuja. Madère dispose d'un réseau de 1400 km de canaux qui épousent les contours des montagnes et irriguent, comme autant de petits vaisseaux capillaires, vignes et potagers. La pente douce des canaux rend la promenade plutôt tranquille. C'est sur ce sentier que se termine notre voyage en si bonne compagnie. En dépit d'un début perturbé par la météo, l'île aux fleurs nous laissera un agréable souvenir.